Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la taxinomie. Je suis Pierre-Henri Julien, je suis le directeur général de Cercal Qualité de Certification. Et avant de passer la parole à Hervé Gislinck, je voudrais dire deux, trois choses, donc, 3 points, pour contextualiser un peu le sujet de la taxinomie. D'abord, rappeler que la taxonomie européenne, c'est une opportunité, peut-être la dernière opportunité d'ailleurs, réglementaire pour se donner une chance d'arriver à atteindre nos ambitions de neutralité, en tout cas d'atténuation des effets de gaz à effet de serre, et que c'est un acte fort de la Commission européenne pour essayer de réglementer et surtout pour essayer de mettre en cohérence les engagements en matière de développement durable des entreprises avec la réalité économique et financière des secteurs. Le deuxième point, c'est dans un contexte un peu difficile, un peu instable, c'est de rappeler qu'il s'agit d'une réglementation européenne et qu'elle nous apporte du coup, elle s'impose à l'ensemble des pays et qu'elle va nous apporter du coup un peu de stabilité, un peu de vision, un peu de pérennité dans un moment un peu agité au niveau national. Là, au moins, on a une réglementation qui va pouvoir courir dans le temps sur plusieurs années. Et je note aussi que c'est une réglementation qui a été reprise, qui est reprise au niveau international et tous les pays se dotent, en dehors de l'Union européenne, tous les pays se dotent de réglementations de taxonomie verte pour accompagner justement les engagements en matière de développement durable de leur secteur d'activité. Et puis, troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il se trouve qu'en France, et dans le bâtiment en particulier, ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure dans la plénière, le secteur du bâtiment et du logement en général est plutôt en avance, plutôt bien structuré, plutôt préparé aux demandes et aux engagements de développement durable. Dans le neuf, évidemment, avec la mise en place de la réglementation RE 2020, qui nous positionne sur une stratégie, sur l'atteinte de notre stratégie bas carbone. Et puis dans l'existant, avec la loi climat et résilience, qui aussi permet d'agir sur le logement existant en matière de réhabilitation et de rénovation énergétique. Ce qui fait qu'en définitive, pour le marché du logement en France et de la construction et de la rénovation, l'effort à réaliser par les acteurs est finalement de l'ordre de l'atteignable et que le marché, l'activité, la branche, la filière, les filières peuvent être assez sereines sur le fond des textes de taxinomie européenne et que le sujet, il est évidemment un peu sur le fond, mais il est aussi sur la forme. Et la forme, c'est comment un texte réglementaire qui s'attache aux déclarations extra-financières et au reporting financier peut se traduire de façon simple pour nos entreprises et être mise en œuvre de façon simple pour les entreprises du secteur. Et c'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui et c'est ce que va vous expliquer Hervé Gislinck dans sa présentation. Et je lui passe la main. Merci Pierre-Henri, bonjour, je suis Hervé Gislinck, directeur commercial, certification et grands comptes. Et je vais présenter en fait comment attester de l'alignement des opérations résidentielles à la taxinomie européenne avec NF Habitat. Un rappel d'abord, qui nous sommes. Nous fêtons cette année nos 50 ans d'existence, association Qualitel avec une mission qui est d'améliorer la qualité dans l'habitat. Plusieurs structures, Cercal, Kios, Qualitel Formation, Qualitel Solutions. Moi, je dépends de Cercal. Et notre conseil d'administration qui est fait par 4 collèges et qui garantit en fait de prendre l'intérêt général et de fabriquer des référentiels en fait, qui répondent aux attentes de chacun. Nous avons un référentiel et une marque unique qui est NF Habitat, avec sa déclinaison NF Habitat HQE. Lorsqu'on est sur NF Habitat, c'est une bonne qualité globale. Lorsqu'on est sur NF Habitat HQE, on pousse les curseurs et on va chercher une opération avec un certain nombre de repères de performance. Nous sommes certifiés par le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation qui atteste de la
la qualité en fait, de nos référentiels et de nos procédures. Et nous avons, depuis 50 ans, certifié environ 3,5 millions de logements. Notre certification NF Habitat s'adapte à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc on travaille évidemment en construction, c'est environ 100 000 logements par an. En rénovation, c'est à peu près 30 000 logements par an. Et puis une croissance assez forte sur la partie exploitation en copropriété. Nous avons un référentiel qui s'appuie sur un certain nombre d'exigences, qui garantit en fait un bâtiment de qualité. Vous le voyez, il y a 3 engagements: performance économique, respect de l'environnement, qualité de vie, des enjeux, des lieux de vie plus sûrs qui favorisent la santé, des services qui facilitent le bien vivre ensemble. Donc il y a vraiment une structure très solide. Et associé à cela, il y a des exigences techniques, des rubriques techniques, comme par exemple la sécurité et la sûreté, comme par exemple la réduction des consommations d'eau ou la performance énergétique. C'est un référentiel qui ne fait pas de compromis. Il faut tout embarquer en NF Habitat ou tout embarquer en NF Habitat HQE. Il n'y a pas de compensation de points, il n'y a pas de points à atteindre. Il faut respecter l'ensemble des rubriques qui permettent d'avoir un logement de qualité dans sa globalité. Alors, ceci dit, la taxinomie, quelques éléments de rappel et la problématique. En fait, l'idée c'est quoi? C'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et lutter contre le greenwashing. Donc c'est une nouvelle méthode de classification pour renforcer la lisibilité des projets immobiliers. Le principe, c'est de s'appuyer sur 2 grands chapitres, une contribution substantielle, et puis une fois qu'on a défini la contribution substantielle, on a un certain nombre d'objectifs qu'il faut appréhender, et on ne peut pas traiter un objectif s'il porte préjudice aux autres. C'est les fameux DNSH, Do Not Significantly Harm. Les acteurs concernés, ici évidemment, c'est le secteur du logement. Il y en a d'autres que je vais vous présenter après, mais le logement est particulièrement impacté. Les objectifs environnementaux dont je vous ai parlé sont les suivants. Il y en a 6. Je vais simplement vous dire ceux qui sont traités dans le cadre de l'immobilier. C'est le premier, atténuation du changement climatique. Le second, c'est adaptation au changement climatique. Donc pour cela, les éléments sont clairement définis. Et puis le troisième objectif environnemental qui sera appliqué au logement, c'est la transition vers une économie circulaire qui est en train d'être calée techniquement. Les autres existent bien sûr, mais ne sont pas des contributions substantielles ou des objectifs environnementaux. Les activités concernées par le bâtiment, c'est la construction, la rénovation, l'acquisition et l'exploitation. Maintenant, qui est concerné en fait par la taxinomie? En fait, voilà, c'est les textes tels qu'ils sont. Les textes disent ce sont les institutions financières qui doivent en fait flécher leur financement pour qu'ils aillent sur des opérations qui sont alignées. Donc, institutions financières d'un côté. De l'autre côté, ce sont les grandes entreprises, avec la définition telle qu'elle est ici. Donc, grosso modo, dans l'immobilier, ce sont les grands comptes. Et eux doivent justifier de l'alignement d'une production immobilière. Mais l'ensemble des acteurs est touché par la taxinomie, puisque pour les promoteurs, s'ils veulent avoir accès au financement, eh bien, ils doivent justifier que leur production est alignée. Lorsqu'on vend en VFA à un bailleur, par exemple, qui lui-même doit s'assurer que sa production est alignée, il va demander en effet que son acquisition soit alignée. Et si on vend un fonds, par exemple, si on a un promoteur et qu'on vend un fonds, de la même façon, justifier que l'opération est alignée est un élément important. Même chose pour les bailleurs. On remplace les déclarations de performance extra-financières, les DPEF, par la CSRD. Il y a des reportings de RSE. Il y a des critères d'acquisition, des stratégies groupes, notamment sur la partie carbone, qui sont clairement portés par la taxinomie. Le principe, c'est celui-ci. On part de la petite étoile. On est soit en vente, je vends une opération, soit on est en gestion, si on est bailleur. On va définir si on est sur l'atténuation ou l'adaptation. On va donc travailler pour aligner sa production. C'est un moyen de répondre en fait aux parties prenantes. Et tout cela donne accès à des financements. Donc c'est une espèce de boucle vertueuse, intéressante, qui fait que dès lors qu'on montre qu'on est effectivement conforme aux exigences, eh bien, tout va bien. Donc c'est assez stratégique d'appréhender la taxinomie dès le début. Qui est concerné par la taxinomie? En fait, il n'y a évidemment pas que l'immobilier. Il y a des gros secteurs que sont l'agriculture, l'industrie, l'eau, les transports, les technologies, qui sont des gros producteurs de carbone. Nous, ce qui nous concerne, bien sûr, c'est le bâtiment, avec le titre 7. Et le titre 7 est lui-même décomposé en 3 rubriques. Le 7.1 qui est la construction de bâtiments neufs,
le 7.2 qui est la rénovation de bâtiments existants, et le 7.7 qui est acquisition et propriété de bâtiments. Donc pour chacun de ces grandes familles, il y a des exigences qui sont spécifiques. Si on prend un extrait du texte tel qu'il est, assez brut et un peu compliqué à comprendre, on voit ici ce qui est écrit sur contribution substantielle à l'atténuation au changement climatique. Voilà, je lis le texte pour vous montrer la complexité du sujet. La demande d'énergie primaire qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction est inférieure à moins 10%. Donc vous voyez, c'est des éléments qui sont assez techniques. Ça, c'est la contribution substantielle. Et à droite, le DNSH, un exemple de DNSH sur l'utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques marines. Par exemple, le débit des robinets de lavabo n'excède pas 6 litres, le débit des douches n'excède pas 8 litres, les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau, etc. Donc vous voyez, c'est des éléments très techniques qui relèvent assez facilement d'une démarche de certification pour le coup. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est en ça où on accompagne en fait les acteurs de l'immobilier pour s'assurer que leur production est alignée. Donc on y arrive. Le profil NF Habitat Taxinomie a pour objet en fait d'embarquer, ce que je vous ai montré juste avant, et de s'assurer que vos opérations intègrent bien les éléments. Donc comment on a fait? D'abord on a travaillé dès 2002 sur le sujet, avec une mission pilotée par l'association HQE, pour identifier quelles étaient les exigences et comment on pouvait y répondre. Ensuite, une phase de consultation, un premier profil expérimental en 2022, un ajustement par rapport aux remarques qui ont été portées au niveau européen, et puis en janvier 2024, on a créé un profil taxinomie embarqué dans la 4.2, donc qui est directement opérationnel. Et naturellement, on assure le SAV, puisque les évolutions qui pourraient arriver sur les modifications techniques seront à chaque fois intégrées. C'est aussi la force en fait, du profil NF Habitat. Donc le profil NF Habitat se construit à partir d'exigences qui sont dans le référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on a ces rubriques, qualité de l'air, fonctionnalité des lieux, changement climatique, réduction des consommations d'eau, déchets. Voilà, tout ça prend en compte les exigences taxinomie et que l'on va nous directement vérifier sur vos opérations qui demanderont le profil NF Habitat Taxinomie. On a pour ça, pour s'assurer que la taxinomie est effectivement bien appréhendée, on a un processus de certification rigoureux, exigeant. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais on assure à l'ensemble des parties prenantes que les points techniques du profil taxinomie sont effectivement appréhendés. Et puis, in fine, on va procéder à des vérifications sur site. Donc, c'est une partie conception, une partie en phase livraison avec des vérifications à la clé. Et puis, bien sûr, on délivre un certificat qui est un élément de preuve intéressant à fournir, par exemple, à plein de gens, mais notamment, pourquoi pas, au commissaire aux comptes ou à d'autres acteurs ou à un fonds qui peut acquérir une opération. Donc, il y a vraiment un mode de preuve qui est assez facile. Sur les exigences à proprement parler en fait, de la taxinomie, on a travaillé, nous, sur la partie transformation ou adaptation en fait, des référentiels. Donc, l'ensemble des éléments... Alors, je vais mettre simplement ce slide-là pour vous donner un exemple sans vous assommer d'éléments techniques. Mais si on est en atténuation, si on est en adaptation, eh bien, voilà les éléments qu'il faut appréhender. Les enjeux écologiques, la valorisation des déchets de chantier, la pollution des sols, le respect de la palisse C du règlement européen, les éléments relatifs à la qualité de l'air intérieur, la résilience avec des outils qui sont associés, et puis une communication aux futurs gestionnaires. Bref, l'ensemble des éléments sont dans un référentiel assez facile à intégrer dans une opération qui serait certifiée NF Habitat, et c'est en ça où la taxinomie peut vraiment vous simplifier la vie, pardon, le profil NF Habitat peut vous simplifier la vie pour justifier que vos opérations sont alignées. Dans la certification, on a un certain nombre d'outils qui sont à disposition de la maîtrise d'ouvrage, notamment une application de conception qui embarque les exigences, un outil de contrôle pour la réglementation environnementale 2020 qui permet de vérifier la conformité et la cohérence des études en quelques clics, un outil résilience qui est très intéressant parce qu'il identifie les aléas climatiques sur une adresse, mais deuxième effet, c'est qu'il donne aussi des solutions techniques pour traiter des aléas climatiques que l'on a identifiés. Donc c'est un vrai outil de maîtrise d'ouvrage tout à fait pertinent. Et enfin, on a un espace documentaire qui permet en fait de stocker l'ensemble des éléments de preuve qui peuvent être nécessaires, de justifier en phase suivante si un commissaire aux comptes, par exemple, demande des preuves sur l'alignement, sur la gestion des déchets.
l'ensemble des éléments auront été stockés dans l'espace documentaire qui est prévu à cet effet. Alors, bien que ce soit quelque chose qui démarre petit à petit, on a un certain nombre d'engagements déjà. On a plus de 1500 logements qui sont engagés dans cette certification NF Habitat avec le profil taxinomie. Donc ça démarre assez fortement. Des acteurs qui s'engagent ponctuellement, comme par exemple BNP, Hexagol, globalement comme le groupe Patrignani, la RIVP, qui est la régie immobilière de la ville de Paris, la Poste aussi, et un premier certificat délivré sur une opération de Bouygues Immobilier, un peu particulière mais très intéressante. Et spontanément, stratégiquement, c'était intéressant pour cet acteur d'aller chercher le profil. Et puis une reconnaissance financière aussi par l'IFPIM, l'Institut du financement des professionnels de l'immobilier, qui facilite le financement au projet dès lors que les opérations sont certifiées. Ça enlève toute la phase d'incertitude de savoir si les opérations sont conformes ou pas. OK, elle est certifiée avec le profil, je libère mon financement, et ça c'est un élément qui est très positif. En résumé, que vous apporte le profil NF Habitat Taxinomie? Vous construisez, ou alors vous rénovez, en respectant le règlement européen sur la taxinomie. Vous obtenez des financements de façon plus facile. Vous identifiez les opportunités de croissance par rapport à un marché. C'est-à-dire qu'on peut davantage vendre à des investisseurs, par exemple. Vous apportez à vos investisseurs la preuve d'une production durable et de votre savoir-faire, ce qui est toujours intéressant. Et puis, vous bénéficiez d'un rapport d'évaluation de conformité, voilà, qui est assez facile à constituer avec le volume d'opérations qui est certifié. Et puis, c'est un moyen aussi en politique interne de valoriser votre contribution à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Donc ça rejoint peu ou prou les politiques de RSE, par exemple. Et puis, on a à votre disposition un ouvrage que nous avons produit, très complet, où on reprend les textes européens, où on explique comment on a interprété ces textes et comment on a transformé ces textes un peu ardus en exigences simples à appréhender sur les opérations, à la fois sur la construction, sur la rénovation et sur l'exploitation. Et voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie.